Bienvenue chez Cynthia Mood, un podcast qui te plonge dans mon expatriation canadienne où je te fais découvrir avec moi au fil des semaines, des mois, voire des années, mes découvertes, mes ressentis, mon petit vécu. L'idée, c'est vraiment d'avoir un espèce de journal de bord de ce que je vis ici au Canada, plus précisément à Montréal. Et chaque semaine, je vais m'efforcer de te plonger dans mon mood de la semaine. Le mood du jour, c'est expatriation, célébration, leçon, let's go. Donc, le mois d'octobre a été un mois assez sympa parce qu'on est passé de l'automne à l'hiver de manière assez bizarre. On a vécu nos premières neiges qui n'a pas du tout tenu, mais c'était trop bien de voir la première neige. Moi, j'étais tellement excitée quand j'allais au travail. J'étais en mode, oh, les gars, il neige et tout. Et tout le monde était en mode, non, mais Cynthia, en fait, get over it. Tu vas voir, l'hiver va durer 6 mois. Donc, t'inquiète, ne t'excite pas trop. On est en octobre, là, t'es contente. On en reparlera en mars-avril. Donc, j'étais en mode, j'étais la seule excitée de voir la neige, là. Mais bref, moi, ça m'a trop fait plaisir. Il commence un peu à faire froid. Mais bon, good news. Si je vous parle comme ça, c'est que je survis. Donc, pour l'instant, ça va. J'ai pas encore sorti le manteau d'hiver. Donc, I'm so proud of myself. Il y a eu aussi Halloween, la décoration dans les rues, les petits pop-up dédiés au déguisement d'Halloween. C'était juste un petit moment, c'était sympa. Je l'ai fêté à mon premier Halloween ici. Je me suis déguisée et tout, donc très très contente. Mais en vrai de vrai, c'est pas ça le big moment du mois d'octobre. Le grand moment du mois d'octobre pour moi, c'est vraiment la célébration officielle de mes 6 années à l'étranger. Donc voilà, c'est officiel, ça fait 6 ans que je vis à l'étranger. C'est soi-disant, quand je fais les calculs, ça fait 2190 jours que je ne vis plus dans mon pays de naissance, qui est la France, que j'ai quitté ma ville de cœur, qui est Lyon, aka the best city in France. I said what I said and that's on period. Donc voilà. Et du coup, pour célébrer ça, j'ai discuté avec des connaissances, des amis, des gens qui me suivent sur Instagram. Et j'ai posé un peu la question de comment on pouvait célébrer ces 6 ans-là. Du coup, j'ai reçu des petites questions et c'est ça qui va m'aider à faire cet épisode. Donc voilà, le but, c'est vraiment de pouvoir faire un peu une rétrospective de ces 6 années-là, de voir un petit peu ce que ça a apporté donc, et de répondre à vos questions. Donc là, on va parler de plusieurs thèmes. Il y a eu des questions sur la famille, sur l'amour, la carrière, l'amitié, etc., etc. Et la première question qui est pas mal revenue là, c'est pourquoi tu as fait ce choix de vivre en dehors de ton pays de naissance? Donc, on va répondre à la première question. Donc déjà, pour dire pourquoi, il faut vraiment remonter à bien bien longtemps parce que c'est vraiment lié à comment j'ai grandi. Donc moi, j'ai grandi à Lyon avec mes parents, mes frères, mes sœurs, mes cousins, etc. Et depuis petite, aussi loin que je puisse me rappeler, j'ai toujours su au fond de moi que en fait, pour pouvoir exprimer ma totale personnalité, me sentir libre, je ne pourrais pas le faire comme je le souhaite en France. Et c'est vrai que quand j'avais 10 ans, je ne pouvais pas l'expliquer. Je veux dire, moi aujourd'hui, il y a des gens qui vont te dire, ah, c'est parce que tu savais que tu étais noire, c'est parce que tu étais une femme, etc. En vrai, à 10 ans, je n'avais pas conscience de tout ça. Tout ce que je savais, c'est que quand je regardais autour de moi et je voyais la vie que je voulais, cette vie-là n'existait pas autour de moi en France. La vie que je voulais, qui me faisait rêver, qui me motivait, qui a d'ailleurs été la raison pour laquelle j'ai appris l'anglais dès mes 10 ans, toute seule et tout, c'est parce qu'en fait, quand j'allumais la télé, quand je regardais mes célébrités préférées, quand je regardais euh, mes séries préférées qui étaient principalement américaines, on va pas se mentir, et ben en fait, tout se passait pas en France. C'était souvent aux États-Unis. Et quand je voyais justement des femmes qui me ressemblent, à savoir des femmes noires, entre guillemets, bah, c'était pas ici, quoi. Et donc, en fait, dans ma tête, j'ai tout de suite compris que Cynthia, si tu veux avoir cette vie-là, cette vie où tu peux être qui tu veux totalement, rêver et avoir une vie où tu te sens totalement libre, sans jugement, sans peur, ça va pas être facile si ça se passait de l'autre côté, en Amérique du Nord. Et donc, dès mes 10 ans, j'ai commencé à apprendre l'anglais toute seule. C'est-à-dire, moi, j'allais à la bibliothèque, à la médiathèque de Villeurbanne, pour ceux qui connaissent. Je commandais des CD. Eh ouais, je suis plus si jeune que ça. Je commandais des CD que je mettais
le Walkman de ma cousine et je répétais en boucle, en boucle, en boucle des phrases que j'apprenais par cœur. Je cherchais chaque mot que je connaissais pas pour apprendre l'anglais. Et c'est vraiment comme ça que moi, déjà, ma quête d'expatriation commençait sans que je le sache. C'est-à-dire que dès mes 10 ans, là, j'apprenais l'anglais. Et puis après, au fil du temps, au fil des années, dès que j'avais l'opportunité de découvrir des nouveaux pays via les études que j'ai fait, bah, j'appelais mon père et ma mère, je leur disais, écoutez, il y a ce voyage-là, c'est dans un pays où on parle anglais, je veux y aller. Et à chaque fois, mes parents, bah, vu que ils voyaient ma motivation, ils voyaient que j'avais vraiment envie de ça, bah, ils m'aidaient à pouvoir accomplir ce souhait-là. Et d'ailleurs, mes cousins, ils se foutaient de ma gueule parce que j'arrêtais pas de leur dire, enfin, si vous parlez à mes cousins avec qui j'ai grandi, là, ou mes cousines, je leur disais toujours, moi, quand je serai grande, je serai aux États-Unis, je travaillerai en anglais, je serai mariée à un Américain. Enfin, c'était vraiment tracé, clair, net, précis, quoi. Et donc, ce rêve qui est d'abord un rêve, on va dire, véridique, c'est un rêve d'enfant. Là, je vous parle, j'avais 10 ans. J'en ai plus de 20 ans de plus, quoi. Ce rêve, à la base d'enfant, au fil des années, il a continué à grandir. Donc, au fil des années, mes choix d'études, bah, j'ai fait des études où je savais qu'il fallait que j'aille à l'étranger. Donc, j'ai toujours su que si je voulais accomplir ce rêve, il fallait que je travaille à l'étranger. Donc, j'ai fait des études où je savais que je devais parler anglais et être dans tout ce qui concerne les cultures étrangères. Donc, dès le lycée, je faisais mes choix en fonction de ça. Puis après, mes études supérieures, je les ai faites toujours en lien avec le commerce international parce que moi, je savais en fait que Cynthia, c'est ce qui va te permettre de pouvoir travailler à l'étranger. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai mené ma barque jusqu'à arriver à mes études en école de commerce. Et c'est vraiment là qu'il s'est passé le tournant où j'ai su de manière catégorique que je ne vais pas vivre en France. Pendant 3 ans, j'étais en alternance, donc dans 2 entreprises différentes. Et du coup, j'ai travaillé vraiment dans la culture du travail français. Je travaille vraiment avec des collaborateurs français, etc., etc. Long story short, cette expérience pendant 3 ans d'alternance m'a fait comprendre en fait que la façon de travailler en France ne me correspondait pas. Je dis pas que c'est pas une bonne façon, c'est juste que la manière dont moi je suis, la personnalité que j'ai, la façon dont j'apprends aussi, j'étais pas adaptée en fait au système déjà scolaire français et j'étais pas adaptée non plus au système corporatif français. Et c'est grâce à ces 3 années d'alternance que j'ai compris en fait que non, en fait, ce qui te correspond, c'est de partir. T'es pas faite pour ce système-là, t'es pas faite pour cette culture-là, et toi, ce que tu veux, c'est pas ça, quoi. Et en plus, moi, voilà, avant l'alternance, j'avais déjà fait des petits jobs d'étudiant et je voyais déjà un petit peu comment ça se passait en France, dans le monde du travail. Et j'étais en mode, c'est pas la vie que je veux. C'est-à-dire que moi, je pense que depuis que je suis ado, et surtout quand j'ai vraiment commencé à faire mes études supérieures, quand je voyais des gens de 30 ans, de 35 ans, de 40 ans, de 45 ans, avec qui je parlais au travail, parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un de très bubbling, très sociable. Moi, je suis j'adore aller vers les gens et en fait poser des questions qui très vite. Moi, je posais très vite des questions aux gens, les questions que normalement en France, on ne pose pas. Mais moi, je les posais déjà à l'époque, dès mes jobs étudiants. Tu gagnes combien? Tu as fait quel type d'études? Est-ce que tu es content? Est-ce que c'est la vie que tu veux? Enfin, moi, c'est des questions qui m'ont toujours drivé. Et en fait, en alternance, ça a été encore plus concret parce que cette fois-ci, je travaillais, je collaborais avec des gens, etc. Et je me disais, ah non, en fait, that's not for you, girl. This is not you. That's not for you. You need something else. Et donc, à la fin de mes études, en fait, j'ai quand même cherché du travail sur le marché français, à Paris, je me rappelle, parce que je trouvais que j'ai toujours déjà petite et surtout après mes études, j'étais déjà attirée par le grand, par le fast. Et moi, j'avais en arrière-plan les États-Unis, New York. Et donc, après mon alternance, j'ai commencé à chercher du travail, le fameux Graal, quand tu as fait des études en France, c'est le fameux CDI à la Défense. Oh my God. Et en fait, quand je passais des entretiens, quand j'avais des entretiens, on te pose la fameuse question de « Et vous voyez où dans le futur ?» Et moi, quand je disais mes ambitions, je vois que les gens ils étaient en mode « Mais elle croit qu'elle est qui ?» Et c'est le truc où j'étais en mode, en fait, si moi, en fait, tu me passes en entretien, je te dis que mon goal, c'est d'avoir ça, et tu as l'impression que je suis folle, ou que je suis arrogante, ou que je suis way too much, en fait, j'ai pas envie de travailler. Voilà. Et en plus de ça, j'avais vraiment la barrière où il y avait des gens qui me faisaient passer des entretiens. C'est vraiment un truc qui m'a pas traumatisée, mais qui m'a marqué. Je me rappelle d'une entreprise. La meuf, elle me dit, est-ce que tu parles anglais? Je parle anglais. Elle me dit, ok, on parle en anglais. Elle avait un anglais, les amis.
En fait, c'est pas une histoire d'accent. Hein. Je me moquerai jamais de l'accent des gens. C'était vraiment, quand elle parlait l'anglais, je voyais les fautes. Et moi, j'étais en mode, mais en fait, toi, t'es en train de me juger moi sur ma capacité à tenir une conversation en anglais, alors qu'en fait, j'ai l'impression que je t'apprends à parler anglais. It was just insane, le truc. Alors, c'était lunaire, l'histoire. Et tout ça, tous ces 3 années avant que je quitte, je m'expatrie, m'ont confirmé en fait que I need to go. I need to go et je dois suivre mon instinct. Et c'est vraiment c'est une des premières fois où j'ai vraiment écouté mon instinct. Et voilà. Et puis après, 2017, ça s'est concrétisé. 2017, je finis mes études. Après avoir cherché un job à Paris pendant plusieurs mois, j'ai été contactée en fait par une entreprise pour un job qui est assez entry-level en Irlande. Et en fait, octobre 2017, je m'envole pour la ville de Cork en Irlande. Et c'est comme ça que je commence ma première expatriation. Et le fun fact, c'est qu'à l'époque, j'avais le choix. En fait, à l'époque, j'avais le choix de soit m'expatrier en Irlande, soit m'expatrier en Bulgarie pour bosser pour, je crois que c'était Oracle ou HP, un truc comme ça, ou bien de m'expatrier en Espagne. Et il y avait une autre entreprise à Londres. Et je me rappelle que ma mère, elle m'avait dit, Cynthia, tu nous as tellement tanné depuis que tu es petite avec les États-Unis, va dans un pays anglophone parce qu'en fait, déjà, tu parleras anglais, tu seras confrontée à l'anglais et c'est peut-être ce qui va te rapprocher de ton rêve d'aller aux États-Unis. Et en vrai, c'est comme ça, en fait, que je me retrouve, du coup, choisir entre Londres, qui est une ville que j'adore. Je me choisis à choisir l'Irlande pour une seule et bonne raison, c'est que, en fait, la boîte en fait, qui m'avait démarché, c'était vraiment my dream. C'était vraiment la boîte de mes rêves, quoi. J'étais fan de la boîte, j'étais fan des produits, j'étais fan de la culture d'entreprise. Enfin, c'était... I was like... Ok, vas-y. Enfin, j'étais vraiment amoureuse de la boîte. Donc, je la connaissais déjà depuis longtemps. C'était les produits que je kiffais. Je les kiffe encore d'ailleurs. Donc, voilà comment je m'envole pour l'Irlande, à Cork, en 2017. Et fun fact, c'est qu'à l'époque, quand je m'envole pour l'Irlande, je disais tout le temps, non, mais moi, l'Irlande, vous inquiétez pas, j'y vais pour 6 mois, 1 an, grand max, après, je vais aux États-Unis. Et vous vous doutez bien, en fait... l'univers a une manière de nous faire des tricks qu'on n'a pas prévus. Et en fait, il s'avère que là où je pensais aller vivre en Irlande pour 6 mois, 1 an max, j'y ai vécu pendant 5 ans. Et j'ai travaillé pour la même entreprise pendant 5 ans où j'ai pu évoluer en interne, etc. Et voilà. Donc voilà comment je me suis retrouvée en Irlande. Et c'est la raison pour laquelle je me suis expatriée. Donc voilà. Et du coup, il y a une autre question qui est liée à ça. Donc on va y répondre une fois pour toutes, comme ça on se débarrasse de ça. C'est pourquoi le Canada? Et en fait, pourquoi le Canada, du coup, c'est lié à ce que je viens de vous raconter plus tôt. C'est que moi, j'ai toujours voulu aller aux États-Unis. Ça a toujours été mon end goal, etc. Et en fait, dès 2017, moi, je savais que l'Irlande, c'était juste temporaire. Et d'ailleurs, je me rappelle quand je suis arrivée à Cork, je vous jure, les 3 premières semaines, grand max, je me rappelle m'être dit, elle est très cute cette ville. Je sens que je vais passer un bon moment. Mais je sais que je ne suis pas faite pour settle down here. Je sais que... Je ne peux pas l'expliquer de manière rationnelle, mais au fond de moi, il y avait un truc qui disait, c'est pas pour toi. Tu n'étais pas censé settle down là. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai commencé les démarches pour avoir mon PVT. Et voilà. Parce qu'à l'époque, je m'étais dit, bon... Long story short, j'avais commencé à me renseigner de manière concrète, réelle sur les démarches pour pouvoir aller aux États-Unis en tant que Française. Et j'avais découvert que ce n'était pas aussi simple que ça. Qu'il n'y a pas de PVT pour les Français aux États-Unis. Et du coup, les opportunités pour aller aux États-Unis en tant que Français, il n'y en a pas 10 000. C'était être fille au pair, faire un VIE, donc via une entreprise française qui t'envoie aux États-Unis, ou bien bénéficier d'un sponsor d'une entreprise américaine qui te sponsorise pour pouvoir y travailler. Et à l'époque, en fait, c'était juste way too much, c'était trop compliqué. Et je me disais, Cynthia, c'est pas... Là, en fait, les chances que tu aies tout ça dans le temps que toi tu veux, c'est-à-dire à l'époque de 6 mois, 1 an, c'était trop compliqué. Et j'avais des copines, des camarades avec qui j'étais en école de commerce qui, elle était partie au Canada, à Montréal. Et je me rappelle qu'à l'époque, quand je venais d'arriver en Irlande, on se parlait régulièrement à l'époque. Et je me rappelle qu'à chaque fois, elle me disait, non mais Cynthia, en fait... je sais que tu es obsédée avec les États-Unis, mais je te jure, Montréal, c'est trop pour toi. Tu kifferais trop. Le Canada, c'est trop ta personnalité. Tout ce que tu rêves de l'Amérique du Nord, tu vas le trouver ici. Y pense-y. Et moi, j'étais à l'époque, il faut savoir que je suis têtue. Je suis très têtue. Je suis lion, donc voilà. Et moi, j'étais en mode, mais en fait, les filles, je crois que vous ne captez pas. Moi, je vous ai dit, c'est États-Unis ou rien. Donc voilà.
Et là, en fait, malgré tout ça, j'avais quand même enclenché mes démarches pour le PVT parce que je m'étais dit, bon, tu lances ça et on verra. Et comme je vous dis, l'univers est assez fun. Moi qui pensais en fait que je lançais ça à l'époque juste comme ça, au fil des mois et des années, j'ai commencé à abandonner les États-Unis. Et ça, je l'expliquerai dans un autre épisode parce que sinon on va passer des heures. Et j'ai vraiment commencé à me dire, mais en fait, Cynthia, peut-être le Canada, ça t'irait mieux. Parce que, on va dire, au fil de mon expatriation, je vous expliquerai plus tard, j'ai découvert des choses, j'ai mûri, j'ai voyagé, j'ai rencontré des Américains, des gens qui ont vécu aux États-Unis, qui ont vécu à New York. Et au fil des années et de là, je me suis rendu compte que New York, c'est toujours mon rêve d'y aller. Et j'espère que je vais y aller très rapidement, sachant que maintenant je suis à Montréal. Mais je me suis rendu compte que peut-être c'est pas vraiment ce qui me convient. Et que ce que New York et les États-Unis représentaient, finalement, c'est pas forcément ça. Et donc voilà. Donc voilà pourquoi je me suis retrouvée à aller au Canada. Et finalement, 5 ans plus tard, après 1001 tentatives, disons que de octobre 2017 jusqu'à mars 2021, j'ai tout le temps, chaque fois qu'il y avait les fameuses tables de ronde là, je mettais mon truc pour avoir le PVT et je ne l'avais pas. Et je l'ai eu en mars 2021. Donc autant vous dire que j'ai pas lâché le truc. J'ai pas lâché. J'ai eu des moments où je me suis dit je vais arrêter. Pendant la pandémie, c'était un peu compliqué. Il y a eu un moment donné, ils avaient arrêté tout ce qui était PVT. Et en plus, pendant la pandémie, donc en 2020, c'était un peu le moment où j'avais vraiment fait le tour là dans ma tête de l'Irlande, de ma vie. Et je savais que je voulais vraiment quitter l'Irlande parce que I was like, I'm full, I'm done, I need something else. Je veux un prochain challenge. Et j'étais en mode, les États-Unis, j'avais vraiment abandonné l'idée. J'étais en mode, je vais aller au Canada parce que c'est le bon compromis entre la vie que je veux, etc. Et finalement, la pandémie a tout stoppé. Et on va dire que entre la pandémie, j'ai eu le temps de faire pas mal de remises en question et j'ai tout remis à plat. Et le truc le plus drôle que j'ai jamais dit à personne, donc là c'est un petit secret. En 2020, entre 2020 et 2021, je m'étais dit, Cynthia, si ça marche pas le Canada, c'est quoi ton plan B? Et moi j'étais en mode, si le Canada ça marche pas, où veux-tu aller? Et j'avais un peu fait le tour des endroits où je m'étais sentie bien. Et c'est vrai que l'endroit où je m'étais vraiment sentie bien avant, parce que j'étais jamais allée au Canada avant 2021, c'était Amsterdam. Moi, j'étais allée à Amsterdam pour un festival, j'avais passé du temps là-bas. Et Amsterdam, je crois que Amsterdam et Londres, c'est les 2 endroits au monde à ce jour où, quand j'y suis allée, je me suis vraiment vue settle down there. Genre, je peux pas l'exprimer, je peux pas vous le dire de manière rationnelle. J'ai voyagé dans plein d'endroits dans le monde, mais Amsterdam et Londres, c'est les seuls endroits au monde jusqu'à présent que je vous parle, c'est-à-dire octobre 2023, où quand je suis allée, j'étais en mode, je sais pas, je me sens bien. Londres, c'est parce que déjà, il y a l'eau, c'est beau, c'est en même temps la ville, mais en même temps, c'est tellement de choses. Et Amsterdam, c'est l'eau, c'est ce côté, je sais pas, il y a un côté clean, et il y a un côté nordique, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a une vibe d'Amsterdam où je me suis dit, why not? Et donc, voilà. Et pourquoi je vous racontais ça? Ouais, et donc, du coup, en 2020, quand j'ai vraiment fait un état de lieu de ma vie, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Est-ce que tu rentres en France? Et en fait, il s'avère que non. Et c'était vraiment, dans le top 3, c'était, tu vas au Canada. Si ça marche pas pour le Canada, qu'est-ce que tu fais? Où te verrais-tu vivre en Europe? Et j'avais vraiment considéré Amsterdam. Vraiment, Amsterdam, c'était vraiment dans les villes européennes, mais j'avais vraiment considéré Amsterdam. Londres, c'est tombé à l'eau parce que Brexit, donc c'était déjà mort dans le game. Et j'avais considéré Amsterdam, la Suisse aussi, j'avais considéré, et les pays du Nord. C'est vrai que j'avais vraiment considéré tous les pays nordiques parce que j'avais l'impression que déjà, si j'avais des enfants et que ce soit en Suède, en Finlande, ils ont vraiment un bon système parce qu'on est maman là-bas. Et ça reste proche de la France. Donc, j'ai vraiment étudié toutes les options. Donc, pour les pays européens, il y avait vraiment... Enfin, Amsterdam, c'est pas un pays, mais il y avait vraiment comme ville Amsterdam ou bien les pays du Nord. Sinon, la Suisse. Et après, il y avait les Émirats. Les Émirats, c'était vraiment après la 2e zone géographique du monde qui m'intéresse. Donc, en vrai, c'était ça un peu mon top 3. Et quand je vous dis que l'univers a une façon
drôle de nous jouer des tours. 2021, j'ai un cousin qui me dit, écoute, je me marie avec ma femme et tout, le mariage se passe à Montréal, viens. Donc au moment où je suis en train de vraiment me dire, en fait, si c'est pas le Canada, mais oublie, et j'étais quasiment en train d'oublier le Canada, en fait. L'univers me rattrape. Et là, je me retrouve à aller au Canada, à Montréal, en fin d'année, voilà. Et, euh, et c'est a whole thing. Je me retrouve, c'était vraiment une expérience incroyable. Et j'ai adoré. Voilà, j'ai découvert Montréal pour la première fois. Je crois que je dis 2021. C'est 2021 ou 2020? Bref, entre 2020 et 2021, parce que c'était la fin d'année, donc c'était à cheval de 2 années, je découvre Montréal, je découvre le Canada. Je suis allée à Toronto passer quelques jours. D'ailleurs, Toronto, je me rappelle que là aussi, j'ai eu mon coup de cœur sur cette ville. Et je me rappelle que je me suis dit, Cynthia, t'es venue à Montréal, t'as fait Toronto. Et je me revois, je vous jure, j'étais à Toronto, j'étais à la CN Tower, j'avais un bête de sourire, je venais de monter la CN Tower. Et je me rappelle, je me suis posée, je regardais le ciel et j'ai dit, quand je rentre en Irlande, je tente pour la dernière fois le PVT. Si je l'ai, ça veut dire que je dois aller au Canada et que je dois tenter de voir si je me sens bien là-bas et je peux settle down there for a while. Si je ne l'ai pas, je barre définitivement le Canada. J'irai visiter les États-Unis, mais je vois pour rester soit en Europe, soit les Émirats. C'était vraiment genre, c'est vraiment la conversation que j'ai avec l'univers, quoi. Et donc, je rentre après en Irlande. Donc, là, cette fois-ci, on est en 2021. Dès que les tables rondes s'ouvrent, je tente le PVT. Et en mars, j'ai le Graal qui me dit c'est bon. Voilà. Et à partir de là, s'enclenche j'expliquerai ça dans un autre épisode, mais toutes les longues et lourdes démarches pour le Canada. Donc voilà pourquoi je me suis expatriée et pourquoi le Canada. Donc voilà. Alors, l'autre question qui m'a été posée, c'est... Oh là 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 là. 3 mots qui définiraient le mieux ta vie en Irlande et au Canada. Alors, les trois mots qui définiraient le mieux ma vie en Irlande, je dirais quantité. Je dirais expérience. Et je dirais kind. Les 3 mots qui définiraient le mieux ma vie au Canada, bon, j'ai oublié de le dire plus tôt, mais c'est vrai qu'en octobre, j'ai également fêté mes 4 mois de vie à Montréal et au Canada. C'est que des célébrations. Actuellement, ce qui définit le mieux ma vie au Canada, c'est vraiment remise à niveau, c'est-à-dire on reprend de zéro. Donc, c'est vraiment starting from the bottom. C'est vraiment ça. Ouais, j'ai pas d'autre. Honnêtement, c'est tout ce que j'ai. Quand je pense là à ma vie actuellement au Canada, ce qui définit mieux ma vie actuellement au Canada, c'est started from the bottom. J'ai rien d'autre à dire que ça pour le Canada. Donc voilà. Et pour l'Irlande, du coup, je vais un peu en dire plus parce que c'est lié à la question qui m'a été posée par la suite. C'est comment te sens-tu après tant d'années d'expatriation? Donc, pourquoi j'ai dit que l'Irlande, c'est quantité, expérience et kindness? Parce que mon expatriation en Irlande m'a vraiment fait grandir sur tant de niveaux. Ça m'a fait grandir déjà au niveau de qui je suis, de mon rapport avec moi-même. Et c'est ma plus grosse surprise et mon plus beau cadeau. C'est-à-dire que moi, quand j'allais en Irlande, j'étais beaucoup plus naïve. J'étais très immature. Et c'est vrai que j'étais vraiment a people pleaser, faut le dire. Quand j'étais en Irlande, j'étais vraiment une personne qui... J'étais tellement obsédée par le fait de je veux vivre des expériences, je veux découvrir le monde que... Parce que j'avais faim d'expérience, parce que j'avais faim de découvrir la vie, le monde, en fait, je faisais rentrer n'importe qui dans ma vie. Et je rentrais dans la vie de n'importe qui. Et parfois, quand tu fais rentrer tout et n'importe quoi dans ta vie, en fait, tu oublies qui tu es, tu oublies toi, en fait. Et mon expatriation en Irlande m'a vraiment fait grandir sur ce plan-là. Je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'au début de mon expatriation en Irlande, j'étais pas forcément la meilleure personne en termes d'amis. Je valorisais pas assez bien les relations, voilà. Je savais pas vraiment évaluer les gens que j'aime et les gens qu'on aime, comment on nourrit les relations qu'on aime. Je savais pas aussi valoriser moi, en fait. C'est-à-dire que
j'étais tellement en mode, je veux être entourée, I want to belong to something, que parfois, en fait, t'en oublies que, en fait, qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me fait me sentir bien. Et, euh, et l'expatriation, c'est une expérience qui te... T'es tellement pas dans ta zone de confort. C'est-à-dire que, oui, c'est l'Irlande. Oui, l'Irlande, ça reste l'Europe. Mais l'Irlande, c'est pas la France. Et l'Irlande, j'avais pas d'amis en Irlande. J'avais pas de famille en Irlande. Je connaissais personne. Oui, je parle anglais, donc je comprenais tout, mais il y a des codes culturels que je n'avais pas. Et tout ce que tu ressens à l'étranger, de bien et de moins bien, c'est multiplié fois 10 000. Parce que tu es tellement dans un inconfort en permanence. Et moi, je vous le dis, ça m'a... J'ai vraiment mûri. Je me suis tellement pris de claques. Ouais, après tant d'années d'expatriation, j'ai pris des claques. Et le trick, c'est que je pensais que parce que j'avais vécu en Irlande pendant 5 ans, c'est bon, j'étais infaillible. Et là, j'arrive au Canada, ça fait 4 mois et je me suis repris des claques. Plutôt au niveau professionnel, mais... Et c'est ça l'expatriation. L'expatriation, c'est l'art de vraiment humble. Genre, moi, je trouve que dans la vie, so far, il n'y a rien qui m'a autant rendu humble que l'expatriation. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tu sais rien. Tout ce que tu crois savoir, toutes tes certitudes, elles sont challengées tous les jours. Ce que tu penses savoir sur la vie, c'est challengé. Ce que tu penses comprendre est challengé. En fait, t'es jamais en terrain conquis et à chaque fois, tout bouge. Et voilà. Donc, ouais, je m'en sors. L'expatriation, clairement, m'a fait mûrir. Autre question qui m'a été posée, c'est... du coup, le mood. C'est une question un peu mood. I love it. Que penses-tu avoir sous-estimé dans les deux pays? Moi, clairement, on va pas être de l'Irlande parce que je pense que le Canada, j'ai pas assez de recul. La seule chose que je pense avoir sous-estimé pour l'instant au niveau du Canada, c'est les ressources émotionnelles que ça demande de s'expatrier. Je pensais que je savais faire parce que je l'ai fait en Irlande. Et en fait, là, au Canada, je me rends compte que je dois recommencer de zéro à reconstruire un cercle social. Professionnellement, que c'est pas aussi facile que je le pensais. Et j'avais vraiment sous-estimé, en fait, l'énergie que ça demande et les ressources mentales que ça demande. Et j'avais oublié aussi, je pense, que il y a beaucoup de montagnes russes par lesquelles je passe émotionnellement. Et j'avais beaucoup sous-estimé ça sur le plan émotionnel. L'Irlande, en vrai, En fait, l'Irlande, j'avais rien sous-estimé parce que quand je partais en Irlande, j'étais en début de vingtaine et j'y allais vraiment en mode we go with the flow. Moi, quand j'allais en Irlande, c'est l'expatriation la plus bizarre de la vie. J'y allais comme quand tu te dis ah, je vais faire un Erasmus de 3 mois, je veux juste vivre plein d'expériences et je rentre. Moi, j'y allais pas pour faire 5 ans. J'y allais en mode ah, j'y vais 6 mois, 1 an et après, ciao. Du coup, j'y allais vraiment en mode je veux juste vivre des expériences. C'est tout. On va passer sur une question un peu plus... On va changer de thème. Question famille. Comment vis-tu le déracinement de la famille, de tes amis? As-tu l'impression d'avoir manqué ou raté quelque chose après tant d'années à l'extérieur? Événement familial, événement amical. L'expatriation m'a rapproché de ma famille. Quand j'étais à Lyon, je vivais avec ma famille, etc. Le fait de voir tout le monde, tout le temps, de voir mes parents, mes frères, mes soeurs, mes cousins, je pense en fait que j'avais pris ça pour acquis. Et que j'aimais ma famille, je le sais que je l'aimais, qu'ils sont importants pour moi, mais that's it. Et à partir du moment où j'ai quitté le cocon familial et que j'ai quitté le pays pour l'Irlande, j'ai vraiment pris conscience d'à quel point j'aime ma famille. Le premier Noël où j'ai fêté mon Noël loin de ma famille, ça a été là où j'ai vraiment pris conscience de ah ouais, en fait, la famille, c'est important pour toi. Je dirais qu'en Irlande, ce qui était facile pour moi, c'est que l'Irlande, quand tu veux rentrer à Lyon, c'est très facile. Donc, j'ai pu rentrer régulièrement à Lyon. Donc, j'ai pu vivre des moments avec ma famille à Lyon. Voilà. Mais est-ce que j'ai l'impression d'avoir manqué des choses? Ouais. Ce que j'ai manqué, c'est pas tant des moments importants, mais c'est vrai que quand je suis rentrée à Lyon au bout de 2, 3 ans, 4 ans, parce que j'ai quand même raté pas mal de Noël, et Noël dans ma famille, c'est un moment qui est tellement important, c'est un moment j'ai fêté depuis que je suis toute petite, donc rater les premiers Noëls, c'était très compliqué, et c'est des choses qui m'ont touchée. Moi, je sais que c'est les moments que je sens que j'ai ratés qui m'ont vraiment...
qui m'ont vraiment trigger, quoi. C'est rater Noël, ça a été des moments les plus... C'était difficile. Voilà, rater Noël. Rater, mais pas tous, mais il y a quelques anniversaires que j'ai pas fêté avec ma famille. Ça a été moi aussi compliqué pour moi. Rater, c'est vraiment les deux moments de vie que j'ai ratés. C'est pas des événements, mais j'ai ma grand-mère qui vieillit là et qui a quelques soucis de santé. Et c'est vrai que c'est pas un moment que je rate, mais ça fait 6 ans que je vis en dehors de la France et je sais qu'elle est plus proche malheureusement de la mort que de la vie. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que je rate du temps avec elle. Je sais pas comment le dire. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait je sais pas, pour ceux qui se rappellent de Death Note, dans Death Note, l'ange de la mort, il voit l'âge auquel chacun va mourir. Et c'est un peu comme une espèce d'épée Damoclès où les gens sont en mode tic-toc, tic-toc, tic-toc. Et moi, j'ai l'impression en fait que depuis que je suis expatriée, c'est comme si j'avais une espèce de sablier qui me dit à chaque fois qu'à un moment donné, un jour, on va peut-être t'appeler en te disant ta grand-mère n'est plus là. Et c'est vraiment le truc où à chaque fois, je suis en mode merde. Je dirais que c'est plutôt ça. En termes de déracinement, non, parce que je suis tout le temps en contact avec ma mère. Ma mère, elle m'appelle tous les jours. Quand je l'appelle pas, elle est en mode tu m'as pas appelé aujourd'hui, donc non. Mais moi, j'ai l'impression de manquer voilà, les moments avec ma grand-mère. Et je sais de manière certaine que il n'y a pas beaucoup de temps qui reste et que malheureusement, parce que je viens à l'étranger, et là je suis au Canada, donc c'est même plus comme en Irlande où je pouvais rentrer un week-end, ou etc. Là, je sais que ouais, je rate du temps. Je rate du temps, je rate potentiellement des souvenirs que je pourrais créer avec elle et que j'ai conscience que malheureusement qu'elle sera plus là, c'est un truc que je vais avoir avec moi, que je vais porter en moi et ouais, et putain, j'en parle là, je me sens toute waouh, putain, ça m'a mis un coup d'émotion cette question, je m'en rendais même pas compte, mais ouais. Ouais, c'est vrai, c'est réel, c'est vrai et ouais, et puis mes parents, ils sont plus tout jeunes, donc ils sont bien loin encore de la mort. Enfin, j'espère que que Dieu les garde en vie de très longues années, mais ce qui est vraiment réel pour moi, c'est ma grand-mère. C'est la seule qui me reste. Les autres sont tous morts. J'ai plus de grand-mère, j'ai plus de grand-père. C'est la toute dernière qui me reste. Et j'ai conscience que le temps m'est compté et que le fait de vivre loin, je ne profite pas des moments avec elle, que je ne crée pas des souvenirs avec elle, comme peuvent le faire mon petit frère ou ma petite soeur qui sont à Lyon et eux, ils peuvent profiter de ça. Et voilà. Et ça, j'en ai conscience. Et on a beau avoir Internet, la FaceTime, etc. Il y a des choses qui se vivent en vrai. Et je sais que ces moments-là que je peux vivre en vrai avec elle, je les ai pas. Et je le perds. Et c'est le prix à payer de quand tu t'expatries. Et c'est tout. Et tu peux faire autant d'allers-retours que tu veux. Ça sera jamais pareil que mon petit frère ou ma petite sœur ou mes parents ou mes cousines qui ont pu vivre des moments avec elle importants. Donc voilà. L'autre question qu'on m'a posée, c'est as-tu eu une déprime après l'arrivée ici ou après l'excitation de l'arrivée? Ben ça, j'en ai parlé il y a quelques épisodes, je sais plus lequel, mais j'ai parlé un petit peu de Reality Check. Donc oui, j'en ai parlé longuement. Donc ceux qui veulent aller l'écouter, je vous invite à aller écouter cet épisode. C'est l'épisode septembre là, qui s'appelle Du Canadian Dream à la réalité, où effectivement je parle des premières déprimes, des premières désillusions. Donc voilà. Alors, l'autre question qu'on m'a posée, qu'as-tu appris de tes années vécues à l'étranger? Waouh, j'ai répondu que j'ai mûri. Alors, ce que j'ai appris, c'est que il faut toujours suivre son instinct. Que ce soit avec les gens, que ce soit avec le travail, que ce soit avec une situation, toujours suivre son instinct. Et que l'instinct ne ment jamais. J'ai aussi appris que les gens qu'on aime, il faut le leur dire et il faut le leur montrer et que les relations, ça se nourrit. Comme je le dis, moi, l'erreur que j'ai faite au début quand j'allais en expatriation, c'est que je voulais tellement créer une nouvelle expérience que j'ai un peu délaissé les premières années, les 2 premières années, j'ai un peu délaissé en fait les gens que j'aimais bien pour des inconnus au final, pour des inconnus, des gens que je connais pas, des gens avec qui forcément on n'allait pas forcément matcher, etc., etc. Et
Dieu merci, j'ai des amis qui me connaissent et qui ont été patients aussi, hein, qui m'ont laissé faire ma connerie là. Et maintenant, j'ai appris que j'ai pas 1 milliard d'amis. Déjà, j'ai très peu d'amis, mais le peu d'amis que j'ai, je les chéris. Et je me suis vraiment organisée de manière vraiment régulière. Moi, j'ai des amis en Irlande que j'en ai un. Voilà, c'est précis. J'ai un ami en Irlande que j'aime vraiment. Et pour moi, c'est important qu'il fasse partie de ma vie. On s'aime bien. On a vécu des choses ensemble. Et parce que je sais qu'il est important pour moi, et on se le sait et on se le dit, je me donne cette responsabilité de me dire, tu dois prendre des nouvelles de cette personne. Pareil, j'ai 2 amis, j'exagère, j'ai quelques amis en France que j'aime beaucoup. Et je me suis vraiment donné activement, ces gens sont importants pour toi, ils sont importants dans ta vie, tu veux qu'ils restent dans ta vie, donc prends de leurs nouvelles. Et c'est vice-versa. Enfin, j'ai la chance parce que ces amis-là, on a le même fonctionnement. Moi, quand je donne pas de nouvelles pendant 2-3 mois, ça va être un truc en mode, meuf, tu fous quoi. Donc, vraiment. Et c'est vraiment la leçon que j'ai apprise, c'est que les gens qu'on aime, que ce soit en amitié, en famille, il faut le leur dire et il faut nourrir ça. Un amour, ça se nourrit, que ce soit un amour amical ou familial, ça se nourrit. Même la famille, ça se nourrit. Moi, je sais que j'ai des cousines avec qui je me suis beaucoup rapprochée grâce à l'expatriation parce que, bizarrement, la distance m'a rapprochée de certaines de mes cousines et cousins, mais c'est un acte, en fait, d'être ami avec des gens. C'est des choses qui se nourrissent au quotidien. C'est pas juste, on est amis, on le sait. Non, c'est... Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris parce que, justement, j'ai vécu beaucoup de déceptions amicales à l'étranger qui m'ont fait réaliser qu'en fait, parfois, t'as pas besoin d'avoir une foule autour de toi. T'as 2-3 personnes, vous vous connaissez, vous savez qui vous êtes, and that's it. Donc ça, c'est... j'espère que ça répond à la question. Donc c'est ce que j'ai appris. Voilà. Et la 3e leçon que j'ai apprise, donc, suivre son instinct, les gens qui sont importants pour soi, amis, famille, amour, il faut les nourrir, il faut s'investir, c'est du temps, c'est important. Parce que c'est ça qui fait qu'on se sente bien. 3e chose que j'ai appris, c'est que il faut être persévérant et il faut pas lâcher. Il faut être persévérant, il faut croire. Et je le dis parce que aujourd'hui, je suis au Canada et j'ai mis 5 ans. Et c'est trop drôle parce que moi, depuis que je suis au Canada, je rencontre des gens qui me disent « Mais moi, j'ai mon PVT en 2 jours. » Mais tous ceux que je rencontre au Canada, ils sont tous choqués en mode « Mais meuf, comment ça se fait que tu as mis autant d'années pour avoir ton PVT ?» Mais moi, ce que j'ai appris grâce à mon expatriation en Irlande et au Canada, c'est que rien n'arrive en un jour. Une carrière, ça ne se construit pas en un jour. Un réseau professionnel, amical, une relation. En fait, une personne se développe pas en un jour et c'est la persévérance. Ce qui est important pour toi, tu t'accroches. Quand tu tombes, c'est pas grave, ça fait mal. On va pleurer. Je suis très bonne à ça. On va être moody, on va déprimer. Et après, on se relève. Et tant qu'on n'a pas ce qu'on veut, et moi, l'expatriation m'a rendue patiente. Et tous ceux qui me connaissent sachent que je suis la femme la plus impatiente au monde. Moi, je veux tout pour hier. Mais je suis vraiment pas patiente. Et même aujourd'hui, je ne me considère pas comme patiente. Mais comme je l'ai dit depuis le début de l'épisode, l'expatriation, ça te rend humble. Tu vois, ton ego qui est aussi gros que je sais pas quoi, l'expatriation, il te le détruit, mais every time. Et quand tu commences un petit peu, il te met des coups. Et moi, l'expatriation m'a appris à ne pas lâcher. Je pensais pas avoir, en vrai. Je savais que j'étais quelqu'un de ambitieuse, de tenace, mais je pensais pas que j'étais capable d'être persévérante. Et moi, l'expatriation, c'est ça que ça m'a appris. C'est d'être persévérant, de ne pas lâcher. Et ça, c'est des choses que je garde vraiment au plus profond de moi. Et je pense que ça va jamais me quitter. Et je pense que c'est vraiment la chose la plus nécessaire quand tu t'expatries, c'est écouter son instinct en toute situation. Nourrir ce qui est important pour soi, les relations, il faut les nourrir, il faut vraiment pas lâcher. Que tu sois lion ou pas, c'est important. Et être persévérant. Donc voilà, c'est ce que j'ai appris après ces années vécues à l'étranger. Autre question qui m'a été posée, comment l'expatriation à long terme peut influencer tes choix, ta perception de la vie, de toi-même, et donc le décalage avec tes amis en France? Waouh, putain, ça c'est une bête de
de questions. Wow, it's a whole thing. Mais je pense que déjà j'ai répondu un petit peu à certaines choses sur l'influence. Je dirais que déjà l'expatriation, ce qui m'a influencé sur mes choix, je vous l'ai dit au début de l'épisode, moi j'ai toujours rêvé de New York, etc., etc. Mais aujourd'hui, ce qui fait que je ne rêve plus tant des États-Unis et de vivre aux États-Unis et de vivre à New York, c'est justement l'expatriation. Le fait de vivre en Irlande, de travailler dans une entreprise américaine, d'être entouré de gens qui viennent du monde entier, d'Europe de l'Est, du Brésil, des États-Unis, de Londres, d'Écosse, whatever, ça m'a beaucoup influencé sur mes choix de vie et sur ce que je pensais être vrai et qui n'était pas forcément. Et c'est en ça que je dis que l'expatriation, c'est vraiment... pour moi, c'est mon meilleur enseignement. Il y en a, eux, ils vont à l'école, ils apprennent. Il y en a qui apprennent de la vie grâce à des livres, etc. Moi, la façon dont je fonctionne, j'apprends par faire les choses. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Et ça m'aurait aidé de le savoir beaucoup plus jeune. J'aurais fait des choix de vie totalement différents. Mais anyway, long story short, moi, ce qui m'a beaucoup influencé sur mes choix de vie et la femme que je suis aujourd'hui et les goûts que j'ai aujourd'hui que je n'avais pas il y a 6 ans plus tôt, c'est déjà le fait de vivre en Irlande. C'est le fait de découvrir d'autres pays, de rencontrer d'autres gens. Un exemple tout con, par exemple, moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours rêvé de vivre dans un appartement avec ce qu'on appelle ici en Amérique du Nord des condos, c'est-à-dire des logements où tu as des services comme dans un hôtel, mais c'est en même temps un logement, tu vois, bref. Et j'ai réussi à accomplir ce rêve que j'avais depuis mes 10 ans. Je l'ai accompli aujourd'hui. Mais bizarrement, ce rêve que j'ai accompli que j'avais depuis enfant, c'est bien, ça me fait du bien à mon ego. Mais la femme que je suis aujourd'hui est totalement différente de la fille qui avait 10 ans. Je me rends compte qu'aujourd'hui, l'Irlande m'a fait aimer la nature, m'a fait vraiment aimer avoir ce truc de... Tu peux être en ville, mais tu peux aussi avoir très vite la nature. C'est un truc que moi, je pensais pas avoir en moi. Enfin, tous ceux qui me connaissent, à chaque fois, je dis, moi, je suis une meuf de la ville. Et en fait, l'Irlande m'a transformée là-dessus. L'Irlande m'a fait aimer le côté naturel, m'a fait aimer le fait de... Je dirais pas que ça m'a rendu écolo, parce que je pense pas du tout, on va pas non plus mentir, mais m'a fait prêter attention à la terre, à mon environnement dans le sens environnemental, m'a fait prêter attention aussi à autrui, à l'importance de vivre en communauté. C'est des choses que je n'avais pas du tout avant de vivre en Irlande. M'a fait aussi prendre conscience de l'importance d'autrui, mais de soi. Et du coup, forcément, ça a influencé la femme que je suis et ça influence mes choix de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le rapport que j'ai aux autres est totalement différent. Je pense que ça m'a rendu aussi beaucoup moins... Je dirais pas matérialiste parce que c'est pas le mot, mais... Je suis attachée... Enfin, la manière dont... Ce qui est maintenant important pour moi chez les autres, ce n'est plus forcément matériel. Et je pense que parce que j'ai grandi avec comme modèle de pensée l'American Dream, j'étais très focus sur le matériel, tu vois. I want to belong. C'est important de cumuler. Parce que c'est ça, enfin, quand tu... Voilà, on va pas se mentir. Alors que le fait de vivre en Irlande pendant 5 ans m'a fait voir qu'en fait, il y a d'autres manières de vivre en étant épanoui, en ayant des possessions, mais il y a d'autres manières de vivre. Et ça, c'est des choses que je ne savais pas et qui ont influencé totalement ma vie, ma vision de vie. L'Irlande m'a fait aimer l'eau. Moi, ça m'a vraiment fait découvrir ça. C'est que j'adore. Pour moi, aujourd'hui, c'est important de vivre à proximité d'un point d'eau. C'est important d'avoir ces moments importants avec la nature où je peux juste... Je sais pas, quand t'as des moments où tu peux te reculer dans la nature, je sais pas, ça te ressource. Il y a une énergie. Je sais pas comment l'expliquer, mais ceux qui comprennent, mais tout ça, c'est l'Irlande qui m'a développé ça. Le rapport aussi au bien-être, c'est vrai que quand j'arrivais en Irlande, j'étais obsédée par je veux travailler, je veux cumuler, etc. Je veux cumuler les expériences, je veux cumuler des choses. Aujourd'hui, je suis plus dans le qualitatif. L'Irlande m'a fait prendre conscience c'est important de manger bien, de manger des produits de qualité. C'est important de passer des moments qualitatifs avec soi, avec les gens qu'on apprécie. C'est important de prendre des moments juste pour être grateful, tu vois. Et ça, c'est des choses que je n'avais pas. Et ça, l'Irlande m'a beaucoup changé là-dessus. Parce que j'ai rencontré des gens qui étaient là-dedans. Concernant sur le décalage avec mes amis, alors c'est trop drôle parce que mes amis de France avec qui j'ai et qui me connaissent depuis
j'allais dire des lustres, j'exagère, mais quasiment en 10 ans. Putain, c'est ouf. Bah, pour l'instant, ils voient que je suis une femme différente. En fait, on a tous évolué en même temps. C'est-à-dire que ce qui est drôle, c'est que toi, quand tu es en expatriation, tu mûris, tu développes, mais ton entourage aussi se développe. C'est-à-dire, moi, quand je vois ma famille qui est en France, qui vit en France, eux aussi, ils ont changé. Mes parents, ils ont vieilli, ils ont plus de cheveux blancs, ils ont plus de rides. La façon de voir le monde a changé. Quand je parle à mes amis en France, on peut avoir un décalage parfois sur certains points, mais au final, ce qui nous unit, c'est autre chose. Et on a évolué différemment. Moi, j'ai des amis qui sont devenus parents, alors que quand on s'est connus, on était loin de ça. J'ai des amis qui ont changé de carrière. Enfin, il y a tout un tas, mais en fait, à ce jour, pour l'instant, je sens pas de décalage. Le seul décalage que je sens, c'est plutôt le style de vie qu'on a tous. C'est-à-dire que au début de ma vingtaine, on avait tous des vies un petit peu similaires, c'est-à-dire sortir d'études, etc. Là, aujourd'hui, avec le temps, on a vraiment des vies qui sont radicalement différentes. Entre ceux qui sont parents, ceux qui sont pas parents, ceux qui ont une carrière qui est assez demandante, etc., etc. Moi qui suis à l'étranger et qui vis une vie complètement différente, ouais, en termes de type de vie, on a des vies différentes. Mais en fait, c'est pas propre à l'expatriation, c'est juste parce que ça s'appelle la vie, en fait. Et je pense que c'est ça aussi le truc dont je vais en profiter, c'est que l'expatriation rajoute une difficulté, mais être un adulte, vivre une vie d'adulte, de toute façon, les vies changent. Moi, que ce soit des amis proches ou même des gens avec qui j'étais proche, plus jeune, que j'ai retrouvé là une pote avec qui on était très amis au collège, lycée. Bah ouais, on se retrouve dans un nouveau pays, mais en fait, on a des vies différentes. Mais ça, c'est pas parce que t'es expatrié, c'est juste la vie d'adulte. Une vie d'adulte, c'est chacun fait des choix de vie qui conditionnent une vie différente. Déjà, entre ceux qui sont parents, ceux qui sont pas parents, ceux qui sont mariés, ceux qui sont pas mariés, ceux qui sont engagés dans des associations, dans des engagements politiques plus ou moins prenants. Enfin, anyways. Mais ça s'appelle la vie. Donc moi, pour l'instant, je ressens pas de décalage avec mes amis. Parce que finalement, mes amis, quand ils voient la vie que j'ai aujourd'hui, quand ils voient ce que je fais, ils me disent tous, mais toi, depuis qu'on te connaît, tu voulais toujours ça, en fait. C'est pareil pour ma famille. Moi, ma famille, mon frère, mes parents, surtout ma mère, ça lui brise le cœur. Elle aurait aimé que je reste en France, mais en fait, à chaque fois, elle me dit, mais t'as toujours voulu être à l'étranger. Depuis que t'es petite, t'en parles. Tu nous disais déjà, à l'époque, tu nous disais, moi, je vivrais aux États-Unis, je serais mariée avec un Américain, on aurait telle maison, tel truc. Enfin, donc, il n'y a pas de décalage, parce qu'en fait, ce que je voulais, c'est passé. Et en ça, ouais. Après, le décalage, non, il n'y a pas de décalage. Oui, je suis différente sur certains points. Oui, j'ai mûri. Mais ce qui est intéressant, c'est que mon entourage aussi a mûri. C'est-à-dire que mes amis que j'ai en France ou même que j'ai en Irlande, eux aussi, ils ont mûri. Eux aussi, ils ont évolué. Eux aussi, ils ont j'ai pas envie de dire level up, mais chacun a mûri à sa façon. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de décalage parce que on a tous évolué sur plein de pans de notre vie. On a tous pris La vie nous a tous humble. Et je pense que ça, c'est le truc de la vingtaine. La vingtaine, c'est vraiment... T'arrives au début de la vingtaine, t'as un ego de bâtard. Et en fait, la vie te rend humble. La vie te dit, you know what? Let me teach you some lessons. Because, girl, you're doing way too much. Et moi, mes amis, on est tous passés par des moments des moments de vie plus ou moins complexes. Donc, je ressens pas le décalage. Le seul décalage que je ressens, c'est juste que il y a des moments de vie où je me dis, ah, j'aurais trop aimé vivre ça avec toi. Ah, putain, t'as fait ta crémaillère, j'aurais trop aimé là. Ah, ton anniversaire, j'aurais trop aimé être là. Moi, je suis née en août, donc c'est vrai que quand t'es expatrié, vu que je suis née en août, il y a toujours ce moment où je me dis, ah, j'aurais trop aimé fêter tel anniversaire avec telle personne et finalement, je peux pas. Mais c'est anecdotique, tu vois. Donc, je sens pas le décalage et pour l'instant. Après, ça viendra peut-être avec le temps. Oula, il y a encore des questions, oh my God. On va parler un peu de love, là, parce qu'on a beaucoup parlé de choses un peu trop sérieuses. On va parler un peu de love. Quelles sont les opportunités amoureuses? Ok. Est-il facile de se construire une vie sentimentale à l'étranger? Alors, on va parler de l'Irlande, parce que le Canada, je pense que je ne suis pas assez au Canada depuis assez longtemps pour vraiment avoir un avis sur l'amour au Canada. Je pense que je pourrais en parler quand ça fera 1 an, 1 an et demi, parce que
bah, voilà, les relations amoureuses, amicales, professionnelles, ça se crée pas en 4 mois. Ça met du temps. Donc, je pense que j'ai pas assez le recul nécessaire pour parler de ça. Mais je vais parler pour l'Irlande. Je dirais que j'ai vécu, déjà, on va mettre beaucoup de contexte. J'ai vécu en Irlande à Cork, à Dublin et un petit peu à Galway. OK? Et j'ai été en couple en Irlande. Voilà. Donc, comme ça, c'est posé, c'est dit. Je dirais que la difficulté quand tu es expatrié, c'est qu'en fait, il y a toujours les gens qui t'approchent et qui savent que tu es expatrié, c'est comme s'ils n'arrivent pas à se projeter avec toi. Parce qu'en fait, ils sont dans ce truc de You're gonna leave. You're gonna leave. Surtout que Cork, c'est un peu comme Montréal. Cork, ce genre de vie, je dirais pas que c'est une plaque tournante, mais si. C'est-à-dire que Cork, le nombre d'étudiants, de professionnels qui viennent pour une année, 6 mois et qui repartent, c'est everyday. Quand tu es expatrié, dans n'importe quel pays, il y a vraiment ce truc de ouais, mais toi, à un moment donné, tu vas vouloir rentrer dans ton pays. Donc, voilà. Donc, il y a déjà ce truc de oula, peur d'engagement. Étant donné que pendant 1 an et demi, je me voyais pas rester, j'étais pas vraiment là pour je veux m'engager en couple. J'étais plus en mode je rencontre des gens, I want to have fun, je veux sortir, mais j'étais pas là pour I want to settle down. Parce que c'était le mindset de l'époque. Par conséquent, je pense que j'étais pas ouverte à rencontrer quelqu'un avec qui je vais settle down. Deuxième chose. Et je pense que, et d'ailleurs c'est une leçon que j'ai appris en expatriation, c'est que il y a une histoire de timing. Je trouve qu'en amour, et surtout quand t'es expatrié, il y a une histoire de timing qui est juste cruciale. Et je pense que quand toi, t'es dans un état d'esprit de en fait, je suis juste là de manière... en fait, mentalement, t'es pas en mode je suis mentalement prête à me poser là. C'est comme si tu dégages une énergie. Je sais pas si c'est comme si tu renvoies à l'univers ok. Nothing gonna happen. Première chose. Et maintenant, parlons vraiment chose. Je dirais qu'en termes d'opportunités, je pense pas qu'il y ait un pays qui soit propice ou pas à l'amour. Je pense qu'en vrai, l'amour, tu le rencontres partout. Moi, j'ai été en couple en Irlande. À ma grande surprise, j'étais pas en mode, j'étais pas ce que je cherchais pas spécialement and it did happen to me. Et voilà. Mais je pense qu'il y a une histoire de timing, il y a une histoire de hasard, il y a plein de paramètres qui font que tu vas trouver l'amour ou pas. Moi, j'ai eu des collègues, d'ailleurs, j'ai travaillé avec des gens qui ont rencontré leur personne, leur love. Non, mais en tout cas, leur partenaire de vie au travail, d'autres qui l'ont rencontré. Enfin, j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens en Irlande pendant mes 5 ans qui ont rencontré l'amour au travail, pas au travail, en faisant leurs courses, enfin, en voyage, à l'aéroport. Enfin, il n'y a pas de lieu précis. Je pense que l'amour, et surtout l'amour dans le sens relation engageante, je parle pas d'amour juste a thing, mais l'amour dans le sens tu bâtis ta vie avec quelqu'un, je pense pas qu'il y a un endroit spécifique. Je pense que quand c'est le moment, c'est le moment. Après, là où ça peut être contraignant, c'est il y a des personnes, et là on va dire les termes, parce que j'en ai rencontré, je pense que je l'ai été aussi à un moment donné, qui sont en mode moi, je veux être mariée qu'avec tel type de personne. Ça peut être pour des raisons religieuses, ça peut être pour des raisons ethniques. Chacun a ses critères. Ouais, si toi, tu vas en Irlande, surtout en Irlande, je dis bien surtout en Irlande, en disant je veux vivre l'amour, je veux être amoureuse, mais avec un gars qui soit que comme ci, que comme ça, girl, good luck. Voilà, je le dis. Tous les gens qui sont des préférences ethniques, là, good luck. Je le dis, moi j'ai rencontré plein de nanas de différentes ethnies qui avaient des préférences bien spécifiques. Et ben, good luck, parce que oui, l'Irlande, il y a une grosse diversité, mais c'est pas la France. Nous, la France, c'est les États-Unis, quoi. La France, tu peux faire ce genre de game. Pas en Irlande. En Irlande, c'est diversifié, mais c'est pas la France, c'est pas Londres. Donc, il faut se calmer. Ça reste quand même majoritairement européen, caucasien. Je tourne autour du peuple, mais je trouve qu'en Irlande, à Cork, je parle vraiment de Cork parce que l'Irlande, c'est plein de villes, mais à Cork spécifiquement, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui y vivent, mais qui ont peur de s'engager. Je sais pas, moi, j'ai jamais autant rencontré de gens, des grands monsieur de 35, 45, 40 ans, peur de l'engagement. Tu te dis, mais enfin, si à 40 ans et 35, tu as peur de t'engager, mais it's never gonna happen, right? Donc ça, c'est quand même une trend que j'ai vue.
à Cork, il faut le préciser. Donc voilà, faut en avoir conscience. Et je pense que le rapport entre être une femme expatriée et un homme expatrié, c'est pas pareil aussi. Et je trouve que les hommes expatriés, they have a lot of fun, mais les femmes expatriées, c'est un peu plus complexe. Et aussi, quand tu es une femme expatriée, et on va pas se mentir, quand les gens savent que tu es française, c'est génial. Les gens, ils sont trop contents. Euh, ils ont ce côté un peu de curiosité. En plus, si tu rajoutes le côté, comme dans mon cas, femme noire, il y en a, ils sont juste en mode Oh my God. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que j'ai remarqué qu'en Irlande, il y a vraiment ce côté où les gens, ils sont très curieux parce que c'est pas qu'ils sont pas habitués, mais l'Irlande, comme je dis, c'est pas la France. Donc, il y a encore ce truc de quand tu vois des Noirs, ils sont en mode Wow, amazing. Donc, il y a des opportunités. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a des opportunités que ça veut dire que tu vas réussir à construire un truc like si tu es intéressé pour construire une long-term relationship? I don't know. Je sais pas. Mais je réponds pas vraiment à la question, mais je sais pas quoi dire parce qu'en fait, pour moi, un pays ne dit pas s'il y a une opportunité ou pas. Je veux dire, j'ai travaillé avec des gens qui ont réussi à trouver, qui ont construit des relations longues, sérieuses avec des Irlandais, avec des non-Irlandais, avec des gens d'Europe de l'Est, avec des gens du Nigeria, du Kenya. Donc en fait, ça se fait. C'est juste que c'est un peu chacun son parcours, chacun son moment. Et voilà, et à un moment donné, il faut dire la vérité, quand tu es expatrié, moi j'ai été confrontée à ça en tout cas, pour pas trop en dire, c'est que il y a toujours ce moment en tout cas où je savais qu'à un moment donné, je voulais pas rester en Irlande. Moi, c'était une certitude que j'avais. Et forcément, quand tu as quelqu'un qui vit en Irlande, qui est irlandais, qui voit sa vie en Irlande, et toi, tu arrives en mode, écoute, no, I don't think so. Ça crée pas un conflit, mais ça crée un problème de vie, tu vois. Ça crée un moment en mode, il va falloir trancher, tu vois. Et je pense que quand tu es expatrié, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'à un moment donné, il faut vraiment trancher à quel moment je fais des concessions et est-ce que je suis prête à faire des concessions pour X ou Y relation. Et ça, c'est des choix qui sont personnels. Chacun fait ses concessions. Et je sais il y a plein de personnes qui ont quitté l'Irlande parce que ils n'arrivaient pas à trouver un équilibre de vie. Et la relation, pour eux, ils ont dit, en fait, elle n'est pas aussi... voilà. En plus, vous savez que la génération des millennials et encore plus des Gen Z, c'est vraiment niveau concession, hell to the no. Donc, voilà, quoi. Bref, je sais pas, j'espère que j'ai répondu à la question, mais I try my best. Anyway, let's go back. Alors, il y a une autre question qui m'a été posée, c'est... Là, on parle dans des finances. Alors, comment investir en tant qu'expat? Des défis à relever aussi concernant les problèmes de retraite, surtout si on rentre en France. Alors, je vais répondre direct par rapport aux défis à relever concernant les problèmes de retraite, surtout si on rentre en France. Je ne peux pas y répondre parce que, je ne suis pas rentrée en France. À ce jour, octobre 2023, je ne compte pas rentrer en France so far. Donc, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en Irlande, dans toutes les entreprises pour lesquelles vous travaillez, il y a toujours des plans de retraite qui sont proposés. Dans le 3/4 des entreprises américaines, mais pas que, où vous travaillez en Irlande, elles proposent toutes de cotiser pour la retraite, de doubler la cotisation pour la retraite. Donc moi, je conseille de le faire, sachant qu'on ne va pas se mentir, je pense qu'on a tous conscience ici, là, les millennials et encore plus les Gen Z, que la retraite, ça va être les Hunger Games. Donc ouais, moi, je pense que voilà, il faut cotiser pour sa retraite. Donc faites-le. Et généralement, dans les entreprises, ils proposent aussi des plans d'action. Donc, c'est vrai que il y a la première option, je dirais, c'est de cotiser pour la retraite, surtout si vous restez dans une entreprise comme moi, je l'ai fait pendant 5 ans. Quand ça fait déjà 1 an, 2 ans, cotisez, voilà. Parce qu'en plus, je pense que ça peut se transférer, etc. Donc, si vous rentrez en France. Après, il y a aussi pour moi une chose très importante, c'est tout ce qui est les actions. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs investissements. Les actions, prenez des actions quand vous êtes dans l'entreprise. Surtout quand vous commencez à faire comme moi, tu restes 1 an, 2 ans, 3 ans, vas-y, prends tes actions. Quand tu quitteras la boîte, tu seras toujours content d'avoir ton petit truc d'action. Et ça, pour la retraite, je trouve que c'est toujours bien de l'avoir. Comment investir en tant qu'expat? En vrai, je pense pas que je sois experte là-dedans. De ce que j'ai vu des expats avec qui j'ai travaillé quand j'étais en Irlande, j'ai vu pas mal de Français en Irlande acheter en couple une baraque. Donc ça, c'est un peu l'investissement le plus traditionnel que font les gens depuis la nuit des temps, c'est acheter un bien pour y vivre.
d'autres qui ont acheté des biens locatifs, je l'ai vu aussi. Donc voilà. Et pas qu'en Irlande d'ailleurs, hein. Moi j'ai des connaissances qui se sont expatriées dans d'autres pays d'Europe, je crois dans d'autres pays de l'Union européenne, et qui ont pu acheter dans le pays dans lequel ils se sont expatriés. Donc c'est la première manière, je pense, la plus traditionnelle pour investir. Euh, Investir en France, en dehors de la France, dans l'immobilier, moi j'ai essayé, c'est juste galère. Je sais qu'il y a des sociétés qui aident, etc. Mais quand vous n'avez pas un certain revenu, pas marié, etc., enfin, c'est a whole thing. Donc, moi, je trouve ça galère à mon niveau. Je sais qu'il y en a qui réussissent. Franchement, n'hésitez pas à communiquer avec eux dans les groupes Facebook, etc. Mais je sais que c'est vraiment galère. Mais voilà. Moi, je trouve que la manière la plus simple, la moins casse-tête d'investir en tant qu'expat, outre l'immobilier, il y a je dirais l'immobilier, c'est-à-dire acheter un bien locatif, acheter un bien dans le pays où vous vivez. Et ça, c'est un des trucs où je conseille à tout le monde qui s'expatrie. Tu vis dans un pays où où tu sais que tu vas settle down ou pas, investis. Parce qu'un bien immobilier, de toute façon, moi, en vrai, j'aurais acheté un bien immobilier en Irlande. Ça m'aurait été bien utile, sachant que, comme partout dans le monde, mais particulièrement en Irlande, l'immobilier, c'est a whole mess. Ça coûte tellement cher de se loger en Irlande, que tu sois à Cork, à Dublin, c'est super cher. Donc moi, je conseille à tout le monde, si vous allez en Irlande, en Europe ou où que ce soit, si vous avez les fonds, investissez. Que tu restes 1 an, 2 ans, 3 ans, de toute façon, voilà. Première chose. Deuxième chose, qui pour moi est à la portée de tous, surtout si tu travailles dans les boîtes américaines parce qu'elles proposent tous, bah, je dirais les actions. Franchement, c'est le truc le plus simple au monde. Tu tapes dans une boîte, tous les mois, on retire un montant spécifique que tu as choisi de ton salaire qui va dans des actions. Et je trouve que c'est un bon moyen d'investir. Moi, j'ai eu des collègues qui ont réussi grâce aux actions parce qu'ils bossaient dans la boîte depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Bien évidemment, plus tu gardes longtemps tes actions, et mieux c'est, mais qui ont réussi à avoir des super apports immobiliers. J'ai même des collègues, bon, c'était pas des expats, mais des Irlandais, qui ont pu acheter leurs biens immobiliers avec leurs partenaires grâce à leurs actions. Au Canada aussi, j'ai rencontré au taf des gens qui ont pu accéder à la propriété grâce à leurs actions ou à autres. Donc, les actions, pour moi, c'est le meilleur investissement outre l'immobilier parce que c'est facile. En fait, t'as pas besoin d'y penser. Moi, je suis quelqu'un... tout ce que tu peux faire... En fait, moi, j'aime bien les systèmes qui sont comme le corps humain. Tu vois, quand tu respires, t'as pas besoin de réfléchir à j'inspire, j'expire. C'est automatique. Et moi, c'est pareil. Tout ce que tu peux faire d'automatique où t'as pas besoin d'y penser, go for it. Donc moi, je dirais en termes de finances, si tu peux investir dans l'immobilier, dans le pays où tu vis, c'est mieux. Mais après, les actions, moi, je le conseille à tout le monde parce qu'en fait, c'est automatique. T'y penses pas. Tu setups le truc une fois pour toutes et après, c'est réglé. Moi, je trouve que c'est le meilleur investissement. Et je trouve que c'est même mieux qu'une retraite parce qu'en vrai, la retraite, les amis, je pense que ça va être tendu. Moi, je pense que la dernière génération de nos parents, ils auront peut-être une retraite, mais les millennials, les Gen Z, là, non, il va falloir avoir des plans parce qu'il n'y aura pas de retraite. Vu la situation économique, comment elle va là, moi, j'y crois pas, hein. Voilà ce que je vois à mon niveau de connaissance. Je suis sûre qu'il y a d'autres moyens pour la retraite et tout ça au niveau des finances en tant qu'expatrié. Je ne pourrais pas en parler parce que je ne les connais pas ou je ne suis pas assez poussée dans ma connaissance pour en parler publiquement. Moi, je parle de ce avec quoi je suis à l'aise, c'est investissement immobilier parce que je l'ai vu plusieurs fois et que voilà, et les actions parce que c'est quelque chose que j'ai vu en Irlande quand je bossais en Irlande. Tout le monde autour de moi avait des actions. J'ai été pas mal aiguillée là-dessus dans la boîte où je bossais. Et même ici au Canada, quand je suis arrivée dans la boîte dans laquelle je bosse, pareil, tous les expats français m'ont dit prends des actions, meuf. C'est le meilleur investissement au monde. Et c'est vrai que ensuite, et ça concerne toujours les finances, les conseils pratiques, comment bien réussir une expatriation. Alors ça, j'en parlerai dans un épisode bien à part parce que cette question, elle est revenue plusieurs fois sur les conseils pratiques pour bien réussir son expatriation. J'en parlerai dans un épisode dédié à ça. Sinon, là, l'épisode, il va faire, je pense qu'il est déjà très long, mais j'en parlerai. Tout ce que je peux dire pour y répondre rapidement, c'est organisation,
planification financière, planification administrative, surtout si vous expatriez en dehors de l'Union européenne, parce que quand tu es français et tu quittes les frontières de l'Union européenne, là, il faut vraiment se planifier sur tout ce qui est visa, sur tout ce qui est... Tout ça, planification, mais on en parlera. Et contacter des professionnels. Moi, je pense que, voilà, j'en parlerai en détail, mais c'est tout ce que je peux dire là pour y répondre, c'est planification financière, planification administrative, planification juridique, parler à des professionnels. Ça sert à rien de... C'est bien les groupes Facebook parce que tu as des bonnes infos, mais à un moment donné, il faut des professionnels. C'est tout ce que j'en dirais. Et la dernière question qui m'a été posée, c'est les opportunités de carrière à l'étranger. Alors là, franchement, je ne sais pas c'est quoi la question, mais je vais répondre en disant tout dépend de où tu vas et de ta compétence. Voilà. Pour moi, et j'en ai parlé dans mon épisode sur du Canadian Dream à la réalité, je trouve que... et ça, c'est vraiment un truc que je me permets de dire. Mes 6 années d'expatriation m'ont permis d'affirmer qu'il n'existe pas d'Eldorado. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens expatriés qui vivent dans plein de pays du monde qui vont te dire « Ah, mais ce pays, si tu y vas... » Non, il n'existe pas d'Eldorado, c'est faux. Il y a des pays où, effectivement, le marché de l'emploi est beaucoup plus flexible, etc. C'est vrai, mais il n'y a pas d'Eldorado. Tout dépend de ta compétence, tout dépend du marché du marché et de la demande et de tes compétences. Je veux dire, aujourd'hui, en octobre 2023, au Canada, à Montréal, le marché du travail est un peu plus complexe qu'à l'époque. Moi, quand je faisais mes recherches pour venir travailler à Montréal en octobre 2017, en octobre 2018, avant la pandémie en tout cas, tout le monde s'est écrit partout, ouais, t'arrives et tout, tu trouves un taf partout, et dans tous les domaines, hein, marketing, commercial, business, les mecs de l'IT. Aujourd'hui, c'est plus forcément vrai. Aujourd'hui, dites-vous que des profils ultra pointus comme, et je dis parce que j'ai rencontré des Français qui sont des ingénieurs informatiques, des mecs qui bossent en cybersécurité, etc., des développeurs, même ces profils-là, aujourd'hui, en octobre 2023, à Montréal, ce n'est pas facile. Est-ce que c'est impossible ? Non, parce que l'impossible, non, il y a toujours des possibilités. C'est juste que c'est pas aussi facile qu'on le dit. Et même aujourd'hui, dans d'autres pays du monde, voilà. Je dirais qu'il y a une réalité quand même qu'il faut dire, c'est qu'on est, on est une situation, depuis la fameuse pandémie, on enchaîne là des arcs assez, assez complexes. La situation géopolitique dans le monde, elle n'est pas évidente et ça a forcément un impact sur la situation économique. Il y a du travail, je pense qu'il y en aura toujours du travail, mais il faut avoir conscience que une carrière, c'est mouvant. Et tout ce que je peux dire que l'expatriation m'a appris, c'est que, en tout cas moi je l'ai appliqué dans ma carrière, mes 5 années en Irlande, c'est que il faut toujours rester à l'affût des opportunités. Il faut toujours se renseigner et il faut toujours mettre à jour ses compétences et surtout ne jamais s'éterniser dans un rôle. Jamais. Moi, je sais que c'est un truc que j'ai vraiment appris en Irlande, c'est qu'il faut tout le temps gagner en compétences, il faut toujours développer des nouvelles compétences parce que c'est ce qui te permet en fait de toujours avoir un profil intéressant. Mais le délire de « Ah, j'ai trouvé un poste, je m'y sens bien, j'ai des bons bénéfices, je connais le taf et du coup je m'éternise là-bas pendant 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans », ne faites surtout pas ça. D'autant plus que on vit dans un monde qui est de plus en plus, le marché du travail est de plus en plus dynamique, tout va vite au niveau technologique. Bon, après, je dis ça parce que j'ai travaillé dans des entreprises tech, donc peut-être que ça dépend des secteurs, mais en tout cas, dans le domaine tech, dans le domaine IT, non, il faut vraiment tout le temps se développer de nouvelles compétences, tout le temps se mettre à jour. C'est mon conseil de carrière à l'étranger et réseauter. Franchement, le réseautage, c'est la vie. Réseauter, c'est pas juste pour avoir un job. Réseauter, c'est aussi pour comprendre comment fonctionne le marché du travail. C'est pour comprendre les us et coutumes. C'est pour comprendre les infos qu'on te dira jamais en public. C'est aussi pour discuter avec des personnes des ressources humaines qui vont te dire, écoute, il y a telle opportunité qui va arriver à un tel moment.
il faut vraiment... You need to put yourself out there. Tu dois être... tu peux pas vivre dans ta coquille en disant on va me chercher. Oui, on va te chercher sur LinkedIn, mais la carrière que tu veux, c'est toi qui l'as construit. Il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, l'Irlande et le Canada, ça ressemble beaucoup à l'Irlande sur le plan carrière. En France, on est habitué à avoir un parcours type. L'Irlande m'a fait comprendre que le plan de carrière type n'existe pas. C'est toi qui traites ta carrière. C'est toi qui traites ta carrière. C'est à toi d'aller chercher les postes. C'est à toi de te créer tout. Il y a that's it. Et c'est très valorisé, c'est très respecté. Et au Canada, je le vois quand les gens ils voient mon CV, ils sont très contents de voir que... Moi, il y a un truc qu'on m'a souvent dit au Canada, c'est déjà, toi, tu restes pas dans les postes éternellement et tu es toujours avide d'apprendre, tu es toujours... Et c'est vraiment un truc que moi, j'ai appris, c'est ne vous éternisez pas dans les postes. Jumpez. Je dis pas qu'il faut changer de poste tous les 4 ans, hein, mais c'est important de vraiment se challenger, d'apprendre des nouvelles choses, de développer des nouvelles compétences, de découvrir des nouvelles industries, de travailler avec différentes équipes, parce que travailler avec des équipes différentes, des cultures différentes, ça te fait développer des façons de réfléchir différentes. Et moi, et on va conclure ce Q&A là pour ça, c'est... Donc moi, le conseil que je vous donnerais, c'est ne vous éternisez pas dans un rôle, ne vous éternisez pas dans une entreprise, développez de nouvelles compétences, faites des certifications, travaillez sur beaucoup de projets. Alors ça, c'est mon... Ne restez pas juste sur un poste. Tu as un poste, mais bosse sur des projets différents, en dehors de ton poste. Parce que ça va te permettre de connaître d'autres organisations, ça va te permettre de réseauter, ça va te permettre de comprendre des façons de travailler différentes. Et c'est des compétences qui vont être ultra utiles et qui vont te permettre de travailler rapidement. Autre conseil, c'est faites du réseautage. Allez à des salons de réseautage. Moi, j'en fais beaucoup au Canada et c'est un truc que j'ai appris en Irlande parce que ça te permet d'apprendre les infos qu'on ne met pas sur LinkedIn, qu'on ne met pas sur Indeed ou whatever. Et voilà. Et ça te permet de gagner en confiance aussi. Et négocier vos salaires. Moi, c'est l'erreur que j'ai appris et que je ne ferai plus en Irlande. Et on te donne un salaire, négocie-le. Parce que si tu ne le fais pas, guess what? Ton prochain le fera. Négocier un salaire, tout se négocie. Ça, c'est mes conseils de carrière à l'étranger, tout se négocie. Un salaire se négocie, des bénéfices se négocient, tout se négocie, tout. Tout. Donc, négocier. N'aie pas peur, tu négocies. Par pitié, faites pas cette erreur que j'ai faite là de filles qui sortent d'école qui se disent ah j'ai un taf, c'est trop bien. Non, on négocie tout. On négocie tout ce que tu peux négocier, tu négocies. Voilà. Bref, on va conclure cet épisode qui est ultra long. J'ai essayé de répondre, de rassembler les questions. Il y en a peut-être auxquelles j'ai pas répondu, mais vous inquiétez pas. Si j'ai pas répondu, c'est que je les garde pour d'autres épisodes. Ce que je peux résumer sur ces 6 années d'expatriation, c'est que c'est beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons qui m'ont permis d'être une meilleure version de moi-même. Qu'est-ce que tu dirais à la Cynthia du passé et à la Cynthia du futur? Moi, je dirais à la Cynthia du passé, c'est... s'il y a un conseil que je devais te donner à la Cynthia d'il y a 6 ans, c'est meuf, en fait, arrête de vouloir avoir de la quantité dans ta vie. Focus-toi sur la qualité des gens. L'huile ne se mélange pas à l'eau et c'est pas pour rien. Si je devais dire à la Cynthia du passé d'il y a 6 ans, c'est bien de vouloir cumuler un max d'expérience et tout. Mais parfois, il faut le faire avec les bonnes personnes. Si je devais parler à la Cynthia du passé, c'est... ça sert à rien de s'éterniser dans un endroit juste parce que c'est bien d'être persévérant, c'est bien, mais parfois, il faut savoir lâcher prise. Et ça, c'est vraiment un truc que je me serais donné comme conseil, c'est meuf, lâche prise. Lâche prise. Moi, je sais qu'il y a des choses que j'aurais fait différemment. Et voilà. La Cynthia du futur, qu'est-ce que je dirais? Waouh. Déjà, continue d'écouter ton instinct. Ne lâche pas ça. Continue. Sois un peu plus flexible parce que bizarrement, ma première expatriation, j'étais ultra sociable. Et là, depuis que je suis au Canada, je découvre une facette de moi que je n'avais pas perçue. C'est que je suis dans ma période introvertie, et pas très sociable, et c'est pas ma personnalité, je sais pas pourquoi, mais le Canada m'a transformée en ça. Donc Cynthia,
reprends un peu ton énergie de ta première expatriation. Sois un peu plus sociable, tente des choses et tout, voilà. Et je dirais à Cynthia du futur, c'est pas grave si là où tu es, tu sens que c'est pas pour toi. Ben, on to the next one. And you deserve to be happy. Et c'est OK de vivre une vie qui ne rentre pas dans les conventions sociétales. That's fine. As long as you're happy et ça s'aligne avec mon gut, that's fine. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je dirais à Cynthia du futur. Mais je dirais à toi qui m'écoute, qui hésite de t'expatrier, pas aussi... on n'est pas de t'expatrier aussi longtemps que moi, mais essaye-le. Rien ne vaut le voyage. Je trouve que aucun livre, aucun film, aucun podcast pourra te faire grandir, mûrir, évoluer autant que voyager et t'expatrier. Et moi, je conseille à tout le monde devrait vivre au moins une fois dans sa vie une expérience à l'étranger. Ne serait-ce que pour 3 mois, si c'est 6 mois, une année, mais tout le monde, parce que ce que tu gagnes avec ça, ça n'a vraiment pas de prix. Donc voilà. Ouais, non, je suis contente d'avoir vécu ces 6 années d'expatriation. Je me pose encore la question de est-ce que le Montréal va me convenir? Je ne vais pas vous mentir, c'est un peu les questions que je me pose en ce moment parce que pour être honnête avec vous, j'aime Montréal, c'est une belle ville, les gens sont OK, c'est la grande ville. Il y a l'ambiance, atmosphère grande ville que je voulais tout en ayant un côté un peu chill que j'aime bien. Mais j'ai pas encore ce aha. En fait, j'ai pas encore ce truc que j'avais senti quand je suis allée à Amsterdam, à Londres, où là, je me sentais capable d'y vivre. Là, j'aime bien, mais je me sens pas encore comme alignée. Donc, je dirais que les mois et peut-être même l'année à venir, mon goal va être de découvrir d'autres villes au Canada pour voir s'il y a des villes où je me sens comme, OK, là, je peux settle down. Parce que le but, c'est qu'à la fin de mon PVT, c'est que je puisse trouver l'endroit où je me sens bien au Canada. Parce que j'aime ce pays, mais je pense que je suis peut-être pas dans la bonne ville. Et donc là, mon goal, c'est de trouver la bonne ville qui correspondrait mieux à ma personnalité et à la nouvelle Cynthia que je suis devenue, qui est si différente de la Cynthia de 2017 et qui est si différente de la Cynthia qui avait 10 ans et qui rêvait de villes, de grandes tours, de New York. Cette Cynthia-là, elle est pas morte, mais elle est différente. J'ai toujours des grands rêves. Je rêve toujours de vivre dans un univers anglophone, ça n'a pas changé. Mais je rêve plus de New York. Je rêve plus de vivre à New York. Je rêve même plus de vivre aux États-Unis. Aujourd'hui, je rêve de vivre dans un endroit où je me sens, je sais pas, je me sens bien. Je rêve juste de ça. Et je rêve juste de vivre dans un endroit où il y a un point d'eau, où il y a de l'eau. C'est important pour moi. Et où je me sens juste grounded, où je me sens bien. Et où je peux avoir une belle qualité de vie. Et je pense que c'est ça la plus grosse différence entre la Cynthia 2017 qui voulait voir le monde. Aujourd'hui, je rêve plus de visiter tous les pays du monde. Je rêve juste d'être dans un endroit où je me sens bien, alignée avec moi-même, où je peux avoir une belle qualité de vie. Et on verra si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que dans 3 ans, 4 ans, ça fera mes 10 ans, est-ce que quand je ferai mes 10 ans d'expatriation, est-ce que j'aurais trouvé cet endroit où je me sens grounded? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est le Canada? Est-ce que c'est ailleurs? Seul l'avenir le dira. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Là, j'ai raconté ma puberté. Là, c'est un long épisode, mais c'est nécessaire. Et ça vaut bien 6 années de vie. Ça se raconte, ça a mis du temps. Et je pense que là, j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci de me faire vos retours sur Spotify. Mettez des étoiles si vous aimez bien. Et si vous connaissez quelqu'un qui va bientôt s'expatrier au Canada, en Irlande ou ailleurs, partagez l'épisode. Ça peut peut-être l'aider. Et si tu t'es déjà expatrié et que cet épisode, ça te parle, écoute-le aussi. Fais-moi ton retour. Moi, j'aimerais bien votre retour. Je suis très présente sur Instagram et je réponds. Je suis assez accessible. Je ne suis pas une créatrice de contenu au 1 million. Non, moi, je suis une petite nana qui raconte son petit journal de bord d'expatrié là. Donc vraiment, on est en mode tranquille, no stress. Donc n'hésitez pas à me contacter
sur Instagram, sur cynthia.mood. Ça serait trop un plaisir d'avoir un peu vos retours sur cet épisode et sur l'expatriation. Et s'il y a d'autres questions que vous aurez aimé que je réponde, n'hésitez pas à me les poser. Ça me permettra de préparer peut-être une partie 2. Donc voilà. Bonne soirée, bonne journée et à très vite pour parler de la suite de mon expatriation canadienne, plus précisément à Montréal.